Ah, le rallye Monte-Carlo, son col du Turini, ses routes piégeuses, son ambiance complètement folle. Un rallye mythique, tout simplement. Et normalement, si je me trompe pas, la vidéo sortira une semaine après le rallye lui-même. Donc je vous cache pas que j'ai saisi l'occasion de vous raconter son histoire et d'étoffer vos connaissances à propos de cette course historique. Et oui, c'est une épreuve ancrée dans l'épopée automobile, au point d'être le plus vieux rallye du monde. Alors avant tout, restons polis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on embarque pour l'histoire du rallye Monte-Carlo. Le rallye Monte-Carlo. Mais qui ne connaît pas? C'est le rallye le plus médiatisé. Et avec son histoire vieille de plus d'un siècle, c'est le rallye à gagner dans le championnat WRC. Elle commence dès 1906, et oui, ça ne date pas d'hier. Alors à cette époque, nous sommes encore en pleine révolution industrielle, et la voiture fait partie de ces toutes nouvelles inventions. Attirés par la curiosité, les gens ne cessent de s'y intéresser. Ainsi, le Salon de l'Auto de Paris sera un immense succès. Donc certains petits malins, pour continuer à promouvoir l'automobile, décident de traverser la France en ralliant la capitale à la principauté de Monaco. D'ailleurs, petite anecdote, le mot rallye vient de là, le fait de rallier un point A à un point B. Pour l'occasion, les voitures sont mises en valeur, décorées avec des fleurs et des rubans, pour attirer un maximum de monde au bord des routes. Et ça fonctionne. En voyant que l'événement marche plutôt bien, à Monaco, on va vouloir tirer notre épingle du jeu. Je m'explique. Pour l'instant, le rallye est plus un défilé qu'une course, mais on remarque déjà l'apparition de ce qui va caractériser le rallye moderne, avec les spectateurs au bord des routes et les voitures décorées. Difficile de ne pas faire un parallèle. Je disais donc qu'à Monaco, voyant le potentiel énorme d'un tel événement, on décide de tirer notre épingle du jeu. Parce qu'il faut savoir que durant ces années, la principauté était en étroite rivalité avec Nice, une autre ville de la Côte d'Azur, qui attirait beaucoup plus de monde grâce entre autres à son célèbre carnaval. Alors, pour changer la donne, à Monaco, on décide en 1911 d'approcher deux personnes, René Léon et Anthony Nogues. Ce monsieur Nogues n'est pas n'importe qui, parce qu'il va être aussi à l'origine de la création du Grand Prix de Monaco. Voilà, rien que ça, le mec a à son actif la création de deux courses absolument légendaires. Donc ces deux hommes, avant de rentrer dans l'histoire automobile, étaient les dirigeants du club sport vélocipédique et automobile de Monaco. Bon, alors vélocipédique, parce que je suis allé chercher dans le dico, ça veut dire deux voitures rapides. Voilà. Mais bon, il y a un petit hic. Nous sommes en 1911. Les voitures, elles étaient rapides que d'une seule façon. En chute libre. Leur mission était de faire jouer leurs contacts pour attirer la jet-set européenne et leur pognon dans la ville, et tant qu'à faire dans les fameux casinos monégasques. Pour ça, quoi de mieux que d'organiser une course avec les derniers engins à la mode, c'est-à-dire l'automobile. Alors, chose bizarre, à Monaco, ils insistent pour organiser le départ en plein hiver. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, ils veulent prouver que chez eux, même l'hiver, la vie est agréable. En y réfléchissant, c'est une bonne stratégie si on veut attirer la jet set tout le long de l'année. Ils décident alors de calquer leur rallye sur les courses cyclistes italiennes de l'époque. C'est-à-dire que nos valeureux pionniers doivent partir des quatre coins de l'Europe et effectuer un parcours d'orientation pour rallier un point commun, afin de rejoindre Monaco. Une particularité qui fera sa réputation dans le monde entier et qui sera sa signature jusque dans les années 90, la preuve en vidéo. Paris fait donc partie des 7 villes d'Europe où sont organisés les départs pour le parcours de concentration. Une longue promenade d'un millier de kilomètres au cours de laquelle il ne peut pratiquement rien se passer. Donc pour cette toute première édition, 23 pilotes sont engagés et partent chacun de leur capitale respective. Paris, Berlin, Vienne et même Saint-Pétersbourg. Oui, vous savez, Saint-Pétersbourg en Russie, en plein hiver. Il fait au moins 8000. Surtout qu'à l'époque, les voitures niveau chauffage, bon ben, il n'y en a pas quoi. Sans parler de l'état des routes. En 1911, traverser l'Europe, c'est pas une partie de plaisir. En fait, au niveau de l'ambiance, on n'est pas loin de rallye raid finalement. Pour désigner le vainqueur, vous vous en doutez, des règles vont être appliquées, comme celle de la régularité qui imposait une vitesse moyenne à respecter. Une autre particularité du rallye qui va faire partie intégrante de son ADN. Ça c'est vrai ça. Mais des critères beaucoup plus farfelus sont à prendre en compte, parce que le style comptait plus que tout. Après tout, on va à Monaco, et c'est la jet set au volant. Donc on prend en compte le look de la voiture et celui des passagers.
dont le rôle était aussi de témoigner du confort du voyage, ce qui permettait de ramener plus de points. Évidemment, pour gagner, personne ne disait qu'ils avaient passé un mauvais moment. Paye ta mauvaise foi, traverser l'Europe dans des voitures des années 10 en plein hiver, bon, niveau confort on repassera. Hein. Ce qui a quelque peu plombé la course, pour cause elle ne sera pas organisée en 1913 ni en 1914, sans oublier les malheureuses années de la Première Guerre mondiale. C'est en 1924 que le rallye renaît de ses cendres, tel un phénix, grâce à Anthony Nogues. Oui, toujours lui. À vrai dire, cet homme est un peu le personnage incontournable du monde automobile monégasque. Maintenant qu'on sait qu'il est aussi à l'origine du Grand Prix de Monaco, il n'y a pas de doute à ce sujet. Vu que nous parlons de Grand Prix, les organisateurs décident de pimenter les choses en ajoutant une étape sur le circuit de Formule 1 pour éprouver les pilotes et leur capacité à manier le véhicule. Accélération, freinage, prise de virage, tout est pris en compte. Et oui, on s'approche enfin des qualités requises pour un rallye. Nice. En fait, on peut observer que tout est en pleine mutation. Les routes, les parcours, les voitures et les équipages aussi. Par exemple, on voit avec le constructeur Hotchkiss en 1933 l'apparition du premier mécanicien officiel, avec monsieur Michel Buzy. Il y a même une Coupe des Dames à partir des années 30, sachant qu'à l'époque, ils étaient plus ou moins d'accord pour dire que... La place de la femme, c'est à la cuisine! Et on dit que le sport auto est macho. Bon, on va pas se mentir, il y avait sûrement un côté marketing là derrière, mais l'initiative est bien là. Donc avec cette évolution constante, la course s'adapte, et on commence à faire passer les voitures sur les fameuses routes des Alpes-Maritimes. Ces parcours sur les routes montagneuses vont grandement participer à la renommée du rallye, mais il faudra attendre encore pour qu'ils puissent prendre le virage sportif qu'on connaît tous, parce que les épreuves sont toujours pratiquement liées à la régularité et à l'orientation. Ce n'est pas pour autant que le rallye Monte-Carlo perde sa superbe, bien au contraire. En 1953, on atteint le record de 404 participants. Ça fait beaucoup là, non? Oui, effectivement. Bref, les voitures ne sont plus ce qu'elles étaient dans les années 10, elles ont changé. Par définition, le rallye lui aussi doit changer. Et oui, donc on y introduit au début des années 60 les épreuves dites spéciales, les épreuves chronométrées. Enfin, des épreuves 100% liées à la vitesse. Eh ben les gars, on a failli attendre. Le Monte-Carlo tel qu'on le connaît commence à pointer le bout de son nez. Le rallye entame sa transformation vers les épreuves de vitesse pure. Et tout va s'enchaîner très vite. Par exemple, pour le classement final, on constate l'apparition de l'indice de performance. Une règle faite en sorte de permettre aux véhicules de moindre performance de rivaliser avec les voitures beaucoup plus balèzes. En gros, ça a calculé ta consommation de carburant au kilomètre. Moins tu consommais, plus t'engranger de points. C'est Mini en 64 qui va tirer pleine partie de cet indice, avec une histoire qui va rester dans les annales. Ils vont carrément réécrire l'histoire de David contre Goliath, mais version bagnole. Cette année-là, le constructeur décide de partir de Minsk. Attends, d'après ce que tu nous as dit, si j'ai bien compris, ils sont censés partir de leur capitale. Minsk, c'est pas en Angleterre que je sache. Oui, merde. Ça te va? Je disais donc qu'ils partent de Minsk et arrivent en France pour la première spéciale. En face, ils trouvent une Porsche, une Mercedes 300 SE et une Ford Falcon V8. Pour info, la Ford fait pas loin de 350 chevaux. Ça pousse. C'est vrai que notre petit pot de yaourt et ses 90 chevaux paraissent bien ridicules à côté de ces monstres. Mais méfiance, parce que celui qui s'est occupé de la mécanique de la Mini, ce n'est autre que le fameux John Cooper. Ouais, en personne. Le rallye bat son plein jusqu'à ce qu'ils arrivent à la spéciale incontournable du Turini. Un lieu inévitable dont on va parler dans très peu de temps. Nos voitures s'engagent dans la spéciale, et les grosses cylindrées sont en tête. Mais la neige va faire son office et révéler les qualités de notre anglaise. Légère, à peine de 580 kg sur la balance, les 90 chevaux tractent aisément son petit gabarit. Le pilote Paddy Hopkirk et son copilote Henry Lyndon font des merveilles, pendant que les monstres, eux, s'enneigent dans la spéciale. De son côté, la Mini se faufile dans les virages, aucun obstacle ne l'arrête. La voiture s'amuse pendant que les autres sont en souffrance, ce qui lui permet de remonter énormément de retard. À l'arrivée, une fois l'indice vérifié plusieurs fois par les commissaires, la Mini remporte la victoire. La légende raconte que Ford, tellement dégoûté d'avoir perdu, envisagèrent de couler le bateau sur le chemin du retour. Après avoir bien vécu et permis quelques exploits, l'indice disparaît au profit des meilleurs temps, des temps scratch. Désormais, les pilotes les plus rapides sont récompensés. Donc pour cela, pas besoin de chercher midi à 14h. La solution,
et de mettre encore à contribution le circuit de Formule 1 et les vieilles routes de l'arrière-pays niçois. Et une spéciale va se démarquer, le célèbre col de Turini. C'est la mecque de tout amateur de rallye, c'est la spéciale des spéciales. Elle est tout simplement légendaire. Justement, sa légende commence réellement en 1965. L'épreuve sur les circuits de Monaco disparaît pour être remplacée par une nuit complète sur les routes piégeuses et sinueuses du Turini. La fameuse nuit du Turini est née avec son froid, sa glace et sa neige. Le climat alpin hivernal complique la tâche des pilotes. Au fil des années, beaucoup parmi les plus grands vont s'y casser les dents. Que ce soit Macré, Gronholm ou même François Delecourt, ils vont tous subir les affres de ce col disons imprévisible. En témoigne cet extrait vidéo de ce dernier. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. Oh putain, j'ai pas tapé. J'ai perdu rien. François, t'as bien fait. François, ça fait rien. On sait, c'est bien tapé. Ça fait rien, François. En plus voilà, lorsque certains jugent que les conditions du Turini ne sont pas assez extrêmes et imprévisibles pour les pilotes, on peut les voir jeter de la neige au milieu de la route. Pas besoin de vous dire à quel point c'est stupide. Mais heureusement, à part ces petits écarts, ce col est particulièrement connu pour être une fête dédiée à la bagnole. Voici le tableau, des supporters du monde entier entassés d'un côté et de l'autre de la route, encourageant leurs pilotes et constructeurs favoris. Le tout sublimé par des voitures qui passent en travers, essayant de se faufiler entre les flashs des photographes. Voilà pourquoi le Turini est si mythique, toute la nuit c'est le feu. L'ambiance qui y règne, puis ses enchaînements d'épingles offrent un show inoubliable autant aux pilotes qu'aux spectateurs. Ouais, on n'est pas loin de l'ambiance d'un stade de foot le soir d'un grand match. Et c'est même mieux, parce que la fête continue jusqu'au bout de la nuit. Aussi, la légende du Monte-Carlo ne s'est pas construite qu'autour de cet endroit. Beaucoup d'autres spéciales sont tout autant des lieux de fête, comme le passage des tourniquets. C'est clair qu'on n'a pas l'air de s'y ennuyer. Et oui, je pense que vous avez compris que le rallye Monte-Carlo est un rallye spectaculaire. Dorénavant, le rallye n'est plus du tout le même. Les défilés de mode ont laissé la place aux écuries pro bien énervées. De plus, il fait partie du championnat WRC depuis la création de ce championnat en 1973. Par conséquent, les choses deviennent plus que sérieuses, surtout que c'est le Monte-Carlo qui marque le début de la saison. Ce qui veut dire que les voitures sont toutes nouvelles, elles sortent à peine de développement, et les pilotes, eux, sont pas forcément au mieux de leur forme. Il faut rentrer de suite dans le bain, et c'est pas facile parce qu'il faut gérer les difficultés des routes de montagne, surtout que maintenant, on roule à bloc. Ouais, là, c'est sûr qu'on n'est plus sur une promenade de santé. Et qui dit route montagneuse en plein hiver, dit verglas, neige et pluie, des effets météo qui peuvent être rencontrés en une seule spéciale. Et voir ces as du volant se jouer de ces obstacles à près de 190 km/h a de quoi te décrocher la mâchoire. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait que la seule solution qui s'offre aux pilotes pour lutter contre ces éléments du froid, c'est de parier sur un bon choix de pneus. Mais, on vient d'en parler, il est extrêmement difficile car les conditions ne te facilitent pas la tâche. Disposer d'un choix de combien de pneus? On a 14 solutions. Mais malheureusement, on n'a jamais la bonne. En résumé, le choix de pneus peut te mener à la victoire et permettre d'inscrire ton nom dans la légende, ou droit dans le fossé. C'est ce côté imprévisible qui pimente ce rallye et lui donne toute sa saveur, toujours au profit du spectacle. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que son côté spectaculaire qui le rend unique, on l'a vu, il est chargé d'histoire, et c'est pas prêt de s'arrêter, car je rappelle, il est le rallye qui marque le début de la saison, ce qui en fait logiquement le rallye des grandes premières. 1958, première victoire d'une voiture moteur arrière avec une Renault Dauphine. 1959, première victoire d'une voiture traction avec une Citroën DS. 1981, première victoire d'une voiture moteur turbo avec Jean Ragnotti au volant d'une R5 Turbo. Et l'édition de cette année 2022 a vu les premières voitures hybrides de rallye.
L'avenir du rallye s'est écrit littéralement sur ses routes. Son sport a évolué tout le long de ses éditions, et étant le plus vieux rallye du monde, il a automatiquement influencé de par sa transformation au fil des années, sa discipline. Ce rallye a vu courir sur ses spéciales les plus grands pilotes et les plus grandes époques, comme le groupe 4 et sa Stratos, le légendaire groupe B, le groupe A avec ses Subaru et Mitsubishi, et bien sûr le WRC. Voilà, maintenant je pense que vous avez compris pourquoi le Monte Carlo est un mythe absolu. Voilà, c'est la fin de l'histoire de ce rallye magnifique, j'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, j'espère que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas, je vais vous demander de me rendre un petit service. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, parce que bon, là je vous cache pas que sur ce coup, j'en ai chié mais bien comme il faut. Traiter de 100 ans d'histoire, ça n'a pas été facile. Donc si vous voulez récompenser mon travail et aider ma petite chaîne, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et même je vais vous dire surtout à commenter. Parce que bon, aujourd'hui c'est limite plus important que de liker. Donc voilà, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous remercie tous d'avance de jouer le jeu. Et n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao.